Vous avez tous, un jour ou l'autre, eu besoin de taper un courrier, un CV ou une simple note sur ordinateur. Pendant longtemps, la référence s'appelait Word. Aujourd'hui, il existe une solution gratuite, en ligne et très simple à utiliser, Google Doc. Alors, comment ça fonctionne? Peut-il vraiment remplacer un traitement de texte classique? C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce grand format. Senior et informatique, la chaîne des plus de 50 ans. Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand format consacré à Google Doc, le traitement de texte en ligne proposé par Google. Si vous connaissez déjà Word, OpenOffice ou LibreOffice, vous allez retrouver des fonctions familières. Écrire un texte, le corriger, le mettre en forme et enfin l'imprimer ou l'exporter en PDF. Mais Google Doc apporte une différence majeure. Il fonctionne directement dans votre navigateur Internet sans installation compliquée et vos documents sont sauvegardés automatiquement dans votre cloud. Dans cette vidéo, nous allons partir des bases, nous verrons à quoi sert un traitement de texte, comment accéder à Google Docs et comment créer un document et aussi l'enrichir. Avant les ordinateurs, les courriers étaient tapés à la machine à écrire. Et à cette époque, la moindre erreur obligeait à corriger à la main ou parfois même à recommencer toute la page. Vous avez tous connu les sténodactylos. Avec l'arrivée de la micro-informatique dans les années 70, puis surtout dans les années 80, l'ordinateur personnel commence à entrer dans les entreprises, puis peu à peu dans les foyers. Et l'un de ses premiers grands usages, c'est justement le traitement de texte. Des logiciels comme WordStar puis WordPerfect permettent enfin de corriger une phrase, de déplacer un paragraphe, de changer la présentation et d'imprimer un document proprement. Dans les années 90, avec la généralisation des PC sous Windows, Microsoft Word s'impose progressivement comme la grande référence du traitement de texte. Puis au début des années 2000 arrivent des alternatives gratuites comme OpenOffice qui rendent la bureautique accessible à un plus grand nombre. Mais en 2006, Google change complètement l'approche du traitement de texte avec le lancement de Google Docs il y a déjà 20 ans. Le principe est simple, plus besoin d'installer un logiciel sur son ordinateur, tout fonctionne directement depuis le navigateur Internet et surtout, les documents sont sauvegardés automatiquement dans le cloud, c'est-à-dire sur les serveurs de Google. Pour la première fois, il devient possible de retrouver ces documents depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet et même de travailler à plusieurs simultanément sur le même document. Avant de passer à la pratique, posons une question simple. Un traitement de texte, ça sert à quoi? Eh bien, cela sert à écrire et à mettre en forme des documents. Avec Google Docs, vous pouvez rédiger un courrier, contester une facture, préparer un planning de jardinage, écrire une recette, gérer une association ou raconter l'histoire de votre famille en mêlant texte et photo comme un roman photo mais en version numérique. Vous pouvez aussi changer la taille du texte, ajouter de la couleur, insérer des images, créer des tableaux ou ajouter des liens Internet. Google Docs permet bien sûr d'imprimer vos documents ou de les exporter en PDF comme au format Word. Comme toujours, avancez à votre rythme et mettez la vidéo en pause dès que c'est nécessaire. Et si cette vidéo vous aide, pensez à un petit clic sur le pouce et à l'abonnement, c'est gratuit. Allez, on commence tout de suite. Pour utiliser Google Docs, il faut simplement posséder un compte Google. Et pour simplifier, dans la majorité des cas, cela signifie disposer d'une adresse Gmail. Si ce n'est pas encore votre cas, je vous renvoie vers mes précédentes vidéos consacrées à la création d'un compte Google. Je vous mets les références dans les compléments d'information de cette vidéo. Une fois votre compte créé, rien de plus simple, vous ouvrez votre navigateur Internet habituel, alors que ce soit Chrome, Edge, Firefox, Safari, puis rendez-vous à l'adresse qui s'affiche à l'écran docs.google.com et vous arrivez directement dans l'univers Google Docs. L'un des grands avantages de cette solution, c'est sa compatibilité. Que vous utilisiez un ordinateur sous Windows, un Macintosh, un Chromebook, une tablette ou même un smartphone, Google Docs fonctionne pratiquement partout. Autre point très pratique, tous vos documents sont automatiquement associés à votre compte Google. Cela signifie que vous retrouvez instantanément vos fichiers dès que vous vous connectez, même si vous changez d'appareil.
Google Docs existe également sous la forme d'application sur Android et sur iPhone. Mais dans cette vidéo, nous allons volontairement nous concentrer sur la version web, celle que l'on utilise directement depuis le navigateur Internet. Rassurez-vous, si vous utilisez l'application mobile, vous ne serez pas dépaysé car les interfaces restent très proches dans leur fonctionnement. Lorsque vous ouvrez Google Docs, vous n'arrivez pas immédiatement dans un document. La première chose qui apparaît est ce que l'on pourrait appeler un gestionnaire de documents. Cette page vous permet de retrouver tous vos documents existants, de rechercher un fichier, d'accéder à différents modèles de documents et bien sûr de créer un nouveau document. Dans la partie supérieure, Google propose plusieurs modèles prêts à l'emploi comme des CV, des lettres ou bien encore des rapports. Juste en dessous, vous retrouvez la liste de vos documents récents avec les options d'affichage. C'est ici que vous reviendrez chaque fois que vous souhaiterez ouvrir un document existant ou en créer un nouveau. Pour notre formation, nous allons partir d'un document vierge. Cliquez donc sur Document vierge tout en haut, à gauche de la galerie des modèles. Un nouveau document s'ouvre alors. Nous quittons le gestionnaire de documents pour entrer dans l'éditeur Google Docs, c'est-à-dire l'espace dans lequel nous allons rédiger, mettre en forme et organiser nos documents. C'est cette interface que nous allons maintenant découvrir en détail. Au premier abord, elle peut sembler impressionnante, mais elle reste très simple à comprendre. Regardons maintenant la partie située tout en haut à gauche où vous apercevez Documents sans titre. C'est une zone discrète, mais que vous utiliserez très souvent. En partant de la gauche, l'icône bleue Google Docs, c'est simplement le logo de Google Docs. Un clic dessus permet de revenir à la page d'accueil de Google Docs, ce que j'ai appelé tout à l'heure le gestionnaire de vos documents. Alors c'est pratique si vous souhaitez quitter rapidement le document en cours et en ouvrir un autre. À droite, vous retrouvez le nom du document. Alors ici, par défaut, Google l'a nommé Document sans titre. Et dès que vous cliquez sur ce texte, vous pouvez le renommer immédiatement. Alors c'est important pour bien organiser vos fichiers, surtout si vous en créez beaucoup. Tous les changements sont sauvegardés automatiquement, donc pas besoin de penser à sauvegarder votre travail. À droite, un clic sur la petite étoile permet d'ajouter le document affiché aux favoris. C'est un raccourci très pratique car si vous utilisez souvent ce document, vous pourrez le retrouver plus rapidement dans Google Drive et ce, sans avoir à le chercher parmi des dizaines d'autres fichiers. C'est un peu l'équivalent des favoris dans un navigateur Internet. Si vous n'êtes pas familier avec Google Drive, je vous invite à regarder ma vidéo dédiée, je vous précise ces références dans les compléments de cette vidéo. Prenons maintenant quelques instants. Si vous cliquez sur le nom du document, un panneau apparaît immédiatement sur la droite. C'est une petite fonction très pratique car elle permet de connaître l'emplacement exact de votre document dans Google Drive. On voit ici que ce document est enregistré directement à la racine de mon espace Google Drive, c'est-à-dire au premier niveau. Lorsque vous commencerez à créer davantage de documents, vous aurez sans doute envie de les classer dans différents dossiers afin de les retrouver plus facilement et cela sans passer par l'interface de Google Drive. Cliquez à présent ailleurs que sur le nom du document et le chemin disparaît automatiquement. On reste dans la même thématique, en effet à droite de l'étoile des favoris, vous trouvez l'icône représentant un dossier avec une flèche. Cette fonction permet de déplacer un document vers un autre emplacement de votre Google Drive. Vous pourrez ainsi le ranger dans un dossier dédié à vos courriers, vos recettes de cuisine, vos documents administratifs ou tout autre classement qui vous semble pratique. Le déplacement est immédiatement pris en compte et enregistré automatiquement. L'icône en forme de nuage concerne la sauvegarde. Elle indique l'état de synchronisation du document avec les serveurs de Google. Si tout va bien, cela signifie que votre document est bien enregistré dans le cloud. En cas de problème de connexion Internet, cette icône peut signaler que la synchronisation est en attente. C'est en quelque sorte votre témoin de sauvegarde automatique. Observons à présent la zone sur la droite. En partant de la gauche, la petite horloge entourée d'une flèche représente l'historique des versions. C'est une fonction extrêmement pratique car Google Docs enregistre automatiquement toutes vos modifications. Si vous avez supprimé du texte par erreur ou si vous souhaitez revenir à une ancienne version du document, c'est ici qu'il faut cliquer. En quelque sorte, c'est une machine à remonter le temps pour votre document.
La bulle de commentaires permet d'accéder aux commentaires. Alors c'est très utile lorsque plusieurs personnes travaillent sur le même document. On peut laisser une remarque, poser une question ou suggérer une correction sans modifier directement le texte. Par exemple, peux-tu vérifier cette adresse? C'est une fonction qui est très utilisée en travail collaboratif. À droite, la petite caméra sert à lancer une réunion Google Meet directement depuis Google Doc. Cela permet de discuter avec d'autres personnes tout en travaillant ensemble sur le même document. C'est très pratique pour le télétravail ou pour les réunions à distance. Le bouton Partager est probablement l'une des fonctions les plus importantes de Google Doc. Ce bouton permet de partager votre document avec d'autres personnes. Vous pouvez choisir plusieurs niveaux d'autorisation. Certaines personnes pourront seulement lire le document, d'autres pourront commenter et d'autres encore pourront le modifier complètement. C'est ce qui fait toute la force de Google Doc. La petite flèche à droite du bouton Partager permet de générer rapidement un lien de partage. L'icône en forme d'étoile représente l'intelligence artificielle Gemini intégrée à Google Docs. Elle peut vous aider à rédiger un texte, résumer un document, reformuler certaines phrases ou encore proposer des idées lorsque vous manquez d'inspiration. C'est en quelque sorte un assistant d'écriture directement intégré dans votre traitement de texte. Petit point important toutefois, ces fonctions avancées d'intelligence artificielle ne sont généralement pas incluses dans la version gratuite standard de Google Docs et nécessitent souvent un abonnement soit à Google Workspace, soit une offre spécifique pour Gemini. Autrement dit, selon votre compte Google, cette fonction peut être visible mais pas forcément accessible. Si vous êtes intéressé par Gemini, je vous mets les références de la vidéo consacrée à cette IA. Enfin, tout à droite, pour être exhaustif, on retrouve la pastille de votre compte Google qui indique sous quel compte vous êtes connecté. C'est très utile si vous utilisez plusieurs comptes Google, par exemple un personnel et un professionnel. Voilà pour les fonctions collaboratives. Nous allons à présent entrer dans le vif du sujet, à savoir les fonctions d'édition de votre document, et on va commencer par la barre des menus qui se trouve juste en dessous. C'est ici que l'on retrouve les fonctions principales, le menu Fichier, le menu Édition, Affichage, Insertion, Format, Outils, Extensions ou encore Aide. Cette barre de menu donne accès à pratiquement toutes les fonctions avancées du logiciel. On va les voir un peu plus tard, mais en contexte d'utilisation. Sous cette zone se trouve la barre d'outils. C'est l'une des zones les plus importantes de Google Docs. C'est ici que vous allez effectuer la majorité de vos actions de mise en forme. Pas d'inquiétude si cela vous semble chargé au premier regard, chaque bouton a une fonction bien précise. En partant de la gauche, le champ menu avec la loupe est une aide très pratique. Plutôt que de chercher une fonction dans tous les menus, vous tapez simplement ce que vous cherchez, par exemple tableau, marge, imprimer, et Google vous guide directement. C'est un vrai gain de temps. Les flèches gauche et droite permettent d'annuler ou de rétablir une action. Vous avez supprimé un paragraphe par erreur, eh bien un clic sur la flèche gauche, retour, et le texte revient. C'est l'équivalent du célèbre raccourci CTRL-Z. L'icône imprimante est logique et elle permet d'imprimer votre document. Le A avec une coche prend en charge le contrôle orthographique de votre document. À droite, le rouleau de peinture est très pratique. Il permet de copier une mise en forme. Par exemple, si un titre est parfaitement stylé, vous pouvez appliquer exactement le même style ailleurs sans tout refaire. C'est un peu un copier-coller, mais uniquement sur le style. Le zoom à 100%, cela change uniquement l'affichage de votre écran. Vous pouvez agrandir le document pour mieux lire ou réduire l'affichage pour voir davantage de contenu. Cela ne change pas l'impression, juste votre confort visuel. Le menu style indique normal, dans mon exemple, c'est ici que l'on choisit les styles. Texte normal, titre principal, sous-titre, très important pour garder un document bien structuré et surtout indispensable pour créer un sommaire automatique. On va y consacrer un chapitre entier pour bien comprendre comment cela fonctionne. Le choix de la police, ici Arial, permet de changer l'apparence des caractères. Arial, Time, New Roman, Calibri. Attention à rester sobre pour un document sérieux. La taille du texte, ici actuellement 11, vous pouvez augmenter ou diminuer la taille des caractères. Un titre sera souvent plus grand qu'un texte classique, mais on verra ces points en détail avec notamment les styles. Le gras, l'italique et le souligné, ce sont des grands classiques. Le gras attire l'attention, l'italique
apporte une nuance et le souligner est plus rare aujourd'hui, mais reste utile dans certains cas. La couleur du texte permet de changer la couleur des caractères sélectionnés. C'est pratique pour mettre en valeur certains éléments, mais attention à ne pas transformer votre document en arc-en-ciel. Le surligneur ajoute une couleur derrière le texte, comme un marqueur fluorescent sur le papier. C'est très utile pour attirer l'œil. L'insertion de lien permet d'ajouter un lien Internet cliquable. C'est utile pour renvoyer votre lecteur en un clic vers un site web. Le commentaire permet d'attacher une note ou une remarque à la partie sélectionnée de votre document. C'est très utile en travail collaboratif ou pour se laisser des petits mémos et nous verrons cette fonctionnalité dans les fonctions avancées de Google Docs. L'insertion d'images permet d'ajouter une photo ou une illustration au point d'insertion. C'est très pratique pour un document beaucoup plus visuel. À droite, vous retrouvez l'alignement de votre texte qui porte sur la partie sélectionnée. Votre texte peut être aligné à gauche, centré, aligné à droite ou encore justifié. Alors la justification donne un rendu très propre pour les documents un peu plus longs. Vous pouvez également régler l'espacement entre les lignes. Cela permet d'aérer un peu le texte car un document trop serré devient très vite fatigant à lire. Encore à droite, on arrive bientôt au bout, rassurez-vous, vous avez les cases à cocher, les listes à puces ou encore les listes numérotées. Alors c'est assez pratique pour organiser des idées et très facile à mettre en œuvre comme vous le voyez à l'écran. Les retraits permettent de décaler un paragraphe ou la partie sélectionnée vers la droite ou vers la gauche. C'est assez utile pour structurer un document. Enfin à droite, le dernier bouton est le bouton de nettoyage du format. C'est une fonction très utile si vous copiez du texte depuis Internet avec une mise en forme affreuse. Alors ce bouton permet d'effacer la mise en forme instantanément et de revenir à un texte brut. C'est un véritable bouton de secours. Voilà pour la barre d'outils. Deux autres boutons situés sur la droite, juste sous la pastille de votre compte Google, méritent également notre attention. Le premier correspond au mode de travail utilisé dans le document. Par défaut, vous êtes en mode édition, c'est le mode que vous utiliserez le plus souvent pour créer et modifier votre document. Le mode suggestion est particulièrement utile lorsque plusieurs personnes travaillent ensemble sur un même document. Au lieu de modifier directement le texte, les changements sont proposés et peuvent ensuite être acceptés ou refusés par le propriétaire du document. Enfin, le mode affichage permet simplement de consulter le document sans risquer de le modifier accidentellement. Et enfin, tout à fait à droite, cette petite flèche permet de replier certaines parties de l'interface, notamment la barre des menus. C'est pratique si vous souhaitez gagner un peu de place à l'écran et vous concentrer davantage sur votre document. Et surtout, retenez bien son emplacement. Si par mégarde vous cliquez dessus et que vous avez l'impression qu'une partie de votre interface a disparu, pas de panique. C'est exactement ce même bouton qu'il faudra utiliser pour faire réapparaître l'ensemble des menus. Je vous conseille d'ailleurs de cliquer plusieurs fois dessus pour voir ce que ça change au niveau de votre interface. Pour rendre cette formation concrète, nous allons créer ensemble un document fil d'Ariane. L'idée est simple, partir d'un document vierge, puis l'enrichir progressivement avec les fonctions que nous allons découvrir. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause à tout moment avec la barre espace afin de refaire les manipulations à votre rythme. Pour commencer, revenez à l'accueil de Google Docs en cliquant sur le logo bleu en haut à gauche, puis cliquez sur Document vierge. Un nouveau document s'ouvre et nous allons maintenant le construire ensemble, étape par étape. La première chose à comprendre avec un traitement de texte, c'est que vous êtes totalement libre d'écrire ce que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de limite pratique, vous pouvez taper quelques lignes ou des pages et des pages de texte. Autrement dit, vous pouvez écrire du texte au kilomètre. Mais vous allez me dire, et vous avez parfaitement raison, qu'un énorme bloc de texte brut, ce n'est pas franchement très agréable à lire. Et c'est justement là qu'intervient la mise en forme. Nous avons eu un aperçu lors de la découverte de la barre d'outils des possibilités en termes de mise en forme du texte. C'est assez impressionnant tout ce qu'on peut faire. Si vous avez déjà utilisé Microsoft Word, vous ne serez absolument pas dépaysé car le fonctionnement est très proche.
La prise en main est donc généralement très rapide. Pour notre démonstration, je vais commencer par écrire un petit texte tiré de Wikipédia sur les jeux d'arcade que l'on rencontrait dans les cafés et dans les salles d'arcade dans les années 80. Voici ce petit texte. De votre côté, mettez en pause la vidéo, le temps de taper quelques phrases dans votre traitement de texte Google Docs. Cela va nous permettre de découvrir ensemble comment transformer un simple texte brut en un document correctement présenté. Commençons par quelques exercices très simples et je vais aller très lentement. Nous allons d'abord mettre un mot en gras. Pour cela, je double-clique avec le bouton gauche de ma souris sur un mot de ma phrase. Le mot est immédiatement sélectionné. Ensuite, je clique sur le bouton B dans la barre d'outils et voilà, le mot apparaît maintenant en gras. Important, le gras s'applique uniquement au texte sélectionné. Retenez une règle très simple qui vous servira tout au long de cette formation. Dans la très grande majorité des cas, vous devrez d'abord sélectionner un mot, une phrase ou un paragraphe avant de demander une action à Google Docs. Que ce soit pour mettre en gras, souligner, changer la couleur, modifier la taille des caractères ou appliquer une autre mise en forme, la fonction s'appliquera uniquement à la partie que vous avez sélectionnée. Prenez donc l'habitude de sélectionner d'abord, puis d'appliquer la commande ensuite. C'est l'un des principes fondamentaux du traitement de texte. Essayons maintenant une autre manipulation. Quand vous cliquez avec le bouton gauche de la souris dans votre texte, à l'endroit précis où vous cliquez, vous positionnez ce que l'on appelle un point d'insertion. On dit placer le curseur. Essayez par vous-même à différents endroits. Maintenant que vous savez placer le curseur n'importe où, vous allez placer votre curseur devant le premier mot du premier paragraphe. Maintenez le bouton gauche de votre souris enfoncé, puis faites glisser la souris jusqu'au dernier mot de votre phrase. Relâchez ensuite le bouton. Vous voyez qu'une partie de la phrase est maintenant sélectionnée. Si vous avez du mal à sélectionner, cliquez ailleurs, puis recommencez. Une fois que vous avez sélectionné une partie du texte, cliquez sur le bouton U de la barre d'outils. Votre sélection est maintenant soulignée. Vous commencez à comprendre le principe? En utilisant exactement le même principe, vous pouvez mettre du texte en italique, changer la taille, modifier la couleur ou encore appliquer un surlignage. C'est vraiment la base du traitement de texte. Petit raccourci pratique au passage, si vous triple-cliquez directement dans une phrase, Google Docs sélectionne automatiquement tout le paragraphe. C'est beaucoup plus rapide. Continuons un peu notre exploration. Vous savez sélectionner un mot ou un paragraphe grâce à la souris. Cette fois, nous allons apprendre à copier-coller du texte, une manipulation que vous utiliserez en permanence. Je commence par sélectionner une phrase avec la méthode que nous venons de voir. Maintenant que mon texte est sélectionné, je clique sur le menu édition, puis je clique sur copier. On dit d'ailleurs faire un copier. Le texte sélectionné vient d'être placé dans ce que l'on appelle le presse-papier, autrement dit une mémoire temporaire de l'ordinateur. Nous allons maintenant le récupérer. Cliquez un peu plus bas dans votre document, passez une ou deux lignes en appuyant sur la touche Entrée, cliquez sur le menu Édition et cliquez cette fois sur Coller. Le texte contenu dans le presse-papier apparaît exactement à l'endroit où se trouve votre point d'insertion, c'est-à-dire le curseur clignotant. Vous avez vu, c'est tout simple et vous venez d'apprendre l'une des fonctions les plus utiles en informatique, le copier-coller. Mettez sur pause et refaites l'opération par vous-même. Je vais commencer par aérer un peu mon document en insérant des retours à la ligne après les points. Nous allons maintenant découvrir une notion importante, l'alignement du texte. Je clique au milieu de mon deuxième paragraphe. Peu importe l'endroit exact, l'important est de cliquer pour faire apparaître le fameux curseur clignotant au point d'insertion. Ce petit curseur indique précisément à Google Docs l'endroit où vous souhaitez intervenir, soit pour ajouter du texte à cet emplacement précis, soit pour appliquer une mise en forme au paragraphe dans lequel il se trouve. Et justement, nous allons demander à Google Docs de centrer cet élément dans le document. Avec votre point d'insertion placé dans le deuxième paragraphe, repérez dans la barre d'outils
le bouton d'alignement du texte. Cliquez dessus, puis choisissez Centrer. Instantanément, votre deuxième paragraphe se place au centre de la page. Ce qui est intéressant, c'est que si vous continuez à taper du texte dans cette phrase, eh bien le centrage sera conservé automatiquement. Google Doc applique ici un formatage non pas à un simple mot, mais à tout le paragraphe. Essayons maintenant une deuxième manipulation. Cliquez dans votre troisième paragraphe, puis utilisez le même menu d'alignement pour choisir cette fois Aligner à droite. Votre paragraphe vient maintenant se positionner sur le port droit du document. Et voilà, à travers ce petit exemple, vous venez de découvrir l'un des grands principes du traitement de texte. Certaines mises en forme s'appliquent à des caractères sélectionnés, d'autres à des paragraphes entiers. Découvrons à présent les styles. Nous allons maintenant aborder une fonction extrêmement importante dans Google Docs, les styles. C'est une fonction que beaucoup de personnes ignorent et pourtant elle peut vous faire gagner énormément de temps. Le principe est simple, plutôt que de modifier manuellement la taille, le gras ou l'apparence de chaque titre, Google Docs propose des styles prédéfinis. Par exemple, vous disposez d'un titre principal, simplement appelé titre, puis viennent les titres de niveau 1, puis les titres de niveau 2, et bien sûr, le texte normal pour le contenu classique de votre document. L'avantage est double. D'abord, votre document devient immédiatement beaucoup plus propre et plus cohérent visuellement, et tous vos titres auront exactement la même apparence. Mais surtout, et c'est là que cela devient très intéressant, Google Docs pourra ensuite générer automatiquement un sommaire cliquable à partir de cette structure. Nous verrons cette fonction un peu plus tard dans les fonctions avancées de Google Docs. C'est particulièrement utile dès que l'on travaille sur un document un peu long. Passons à la pratique à présent. Pour les besoins du test, j'ai un peu mis en forme mon document en ajoutant des titres de paragraphes. En premier lieu, je localise le titre Jeu d'arcade situé tout en haut. Je fais un clic au milieu du titre, peu importe l'endroit exact, il suffit que le curseur clignotant apparaisse dedans. Je repère ensuite dans la barre d'outils le menu qui affiche actuellement normal, c'est le style de mon texte. Je déroule le menu et je choisis titre. Immédiatement, le texte change d'apparence, il devient plus grand, plus visible, avec le style par défaut prévu pour le titre principal d'un document. Ensuite, je localise le titre de niveau inférieur qui se nomme H d'or. Je clique dessus pour insérer le point d'insertion. Dans la barre d'outils, je déroule le menu qui affiche actuellement normal et je choisis titre 2. Immédiatement, le titre change d'apparence. Je vais procéder de la sorte pour le titre déclin. Vous avez vu, c'est très simple. Je dois vous fournir quelques explications à propos de la notion de paragraphe. Dans un traitement de texte, appuyer sur la touche Entrée de votre clavier signifie que vous terminez un paragraphe et que vous en commencez un nouveau. Donc à chaque fois que vous pressez la touche Entrée pour faire par exemple un retour à la ligne, sans même le savoir, vous fermez le paragraphe en cours et vous en ouvrez un autre. Je vais illustrer cela avec un petit test. Je clique à la fin du titre Jeux vidéo d'arcade, observez la barre d'outils. Google Doc m'indique que le style de ce paragraphe est bien titre, ce qui est normal. J'appuie à présent sur la touche Entrée de mon clavier. Une ligne blanche s'insère et je passe à la ligne et je suis donc au début du nouveau paragraphe. Pour le vérifier, je regarde la barre d'outils et je vois le style normal qui est le style par défaut du nouveau paragraphe. Vous allez me dire, oui, c'est bien beau, mais je voudrais pouvoir taper un paragraphe complet et pouvoir revenir à la ligne quand je le souhaite et sans pour autant fermer mon paragraphe. Rassurez-vous, c'est possible, il suffit juste de maintenir appuyée la touche Maj tout en pressant la touche Entrée. Revenons à nos styles. Bien entendu, vous allez souhaiter une police de caractère Time New Roman en taille 16 et gras pour le style titre 1. Pas de problème, car les styles sont bien sûr modifiables. Pour ce faire, c'est assez simple, mais soyez attentifs pour la première fois. Sélectionnez au moyen de la souris le titre que vous souhaitez modifier. Alors, il ne s'agit pas ici de faire un point d'insertion, mais bien de cliquer devant le premier caractère, de maintenir appuyé le bouton gauche de la souris et de tirer jusqu'au dernier caractère, puis vous relâchez.
Le titre est d'ailleurs sélectionné. À présent, déroulez le menu des polices de caractères et sélectionnez Time New Roman. À droite, je clique sur le moins de la taille des caractères pour arriver à 16. Le style évolue au fur et à mesure de mes modifications. Enfin, je clique sur le bouton B pour mettre en gras ma sélection. Mon titre est bien formaté, mais pour l'instant, Google Doc ne sait toujours pas que ce nouveau style doit devenir le style par défaut pour le titre 1. Je déroule le menu des styles et je localise titre 1 et notamment, je clique sur son sous-menu Mettre à jour titre 1. C'est fait. Tous mes styles 1 se trouvent à présent modifiés automatiquement et même si mon document contient 1500 pages. C'est très puissant et bien sûr mes futurs titres 1 seront dotés de ce nouveau style. À présent, mettez en pause et procédez de la sorte pour votre document en personnalisant le style normal par exemple et en le passant en Arial 12. Maintenant que nous avons commencé à construire notre document, nous avons déjà découvert plusieurs notions très importantes. Nous avons vu que nous pouvions saisir du texte au kilomètre. Nous avons double-cliqué sur un mot pour le sélectionner et nous avons appliqué des mises en forme comme le gras ou le souligné à du texte sélectionné. Nous avons également appris à utiliser les styles pour structurer correctement un paragraphe. Nous allons maintenant découvrir une fonction assez pratique, le saut de page. Le principe est simple, plutôt que d'appuyer des dizaines de fois sur la touche Entrée pour descendre artificiellement dans le document, ce qui est une très mauvaise habitude en passant, on utilise un véritable saut de page. Cela permet d'indiquer à Google Docs que l'on souhaite commencer une nouvelle page proprement à un endroit donné. Pour l'essai, placez votre curseur à l'endroit exact où vous souhaitez couper le document. Ensuite, déroulez le menu Insertion, puis choisissez Saut, puis Saut de page. Immédiatement, le curseur se retrouve au début d'une nouvelle page. Petit détail utile, Google Docs affiche également le raccourci clavier correspondant. Sur Windows, il s'agit des touches CTRL plus Entrée. C'est beaucoup plus rapide lorsque l'on prend l'habitude d'utiliser le raccourci clavier. Mettez en pause et insérez des sauts de page dans votre document à la fois en utilisant le menu déroulant et en utilisant le raccourci clavier. Avant d'aller plus loin, je vous propose de sauvegarder votre travail. C'est une étape essentielle pour organiser et retrouver facilement vos documents. Pour ce faire, cliquez en haut à gauche de la fenêtre, là où apparaît le nom « Document sans titre ». Le système va vous proposer un nom automatique basé sur la première ligne de votre document, c'est généralement le titre, mais vous pouvez lui donner le nom désiré, je vais l'appeler « Mon document test ». Je vous ai déjà parlé de cette fonction lors de la découverte de l'interface. Rappelez-vous que votre document est automatiquement enregistré dans votre cloud Google qui s'appelle Google Drive. Tant que votre point d'insertion est positionné dans le titre, l'endroit de sauvegarde est précisé à droite du nom et si vous cliquez sur cet endroit, vous affichez une fenêtre permettant facilement de déplacer le document dans l'arborescence de votre Google Drive. Vous aurez le choix de suggestions de destination, des dossiers suivis et de l'arborescence complète. Il suffit de survoler une ligne et de cliquer sur le bouton Déplacer situé en bout de ligne à droite pour déplacer votre document à cet endroit. À présent, mettez en pause et sauvegardez votre document dans votre Google Drive. Nous avons vu comment insérer un saut de page. Je vous propose maintenant d'égayer un peu notre document en y ajoutant une image. Insérer une image est relativement simple, mais vous allez voir que Google Docs propose de nombreuses options pour la gérer et l'intégrer dans votre document. Pour notre exemple, je vais insérer une photographie d'une console d'arcade. Je commence par placer le curseur à l'endroit où je souhaite faire apparaître l'image. Ensuite, dans la barre d'outils, je clique sur le bouton Images. Un menu apparaît alors et me propose plusieurs sources possibles. Je peux importer une image depuis mon ordinateur, effectuer une recherche sur le web, utiliser une image stockée dans Google Drive ou dans Google Photos, ou encore récupérer une image à partir d'une adresse internet, ce que l'on appelle une URL. Pour notre démonstration, je vais choisir d'importer depuis l'ordinateur.
Mon image se trouve dans mon dossier téléchargement. Je la sélectionne, puis je clique sur Ouvrir. Quelques instants plus tard, l'image apparaît dans le document. Alors selon sa taille, elle peut parfois occuper une place importante dans la page, ce qui est le cas ici. Pour la redimensionner, il suffit de cliquer dessus. Des poignées apparaissent alors dans les coins de l'image. En cliquant sur la poignée, en maintenant enfoncé et en les faisant glisser avec la souris, vous pouvez agrandir ou réduire l'image très facilement. Vous pouvez également déplacer l'image. Pour cela, cliquez dessus, maintenez le bouton de la souris enfoncé, puis faites-la glisser à l'endroit souhaité. Mais le plus intéressant se trouve juste sous l'image. Un petit menu apparaît automatiquement lorsque l'image est sélectionnée. Ce menu permet notamment de définir le comportement de l'image par rapport au texte. Par défaut, l'image est généralement affichée comme un élément indépendant dans le document. L'option Retour à la ligne est particulièrement intéressante. Elle permet au texte de s'adapter automatiquement autour de l'image, un peu comme dans un magazine ou un journal. Vous pouvez ainsi insérer une illustration au milieu d'un paragraphe tout en conservant une mise en page harmonieuse. Je vous invite d'ailleurs à tester les différents modes proposés afin d'observer leur comportement. À l'extrémité droite de cette barre se trouve également un menu représenté par 3 points. Cliquez dessus, puis choisissez toutes les options de l'image. Un panneau complet s'ouvre alors sur la droite de l'écran. C'est ici que se trouvent les réglages les plus avancés. Vous pouvez agir sur la taille de l'image, sa rotation, son positionnement précis dans la page ou encore son comportement vis-à-vis du texte. Google Docs propose également quelques effets de présentation permettant de modifier l'apparence générale de l'image. Vous trouverez par exemple des réglages de transparence, de luminosité ou de contraste. Ces fonctions restent simples, mais elles peuvent parfois être très utiles pour améliorer le rendu d'une photographie. Enfin, un paramètre mérite une attention particulière, le texte alternatif. Il permet d'ajouter une description de l'image. Cette description n'est généralement pas visible à l'écran, mais elle est utilisée par les lecteurs d'écran destinés aux personnes malvoyantes ou non-voyantes. Grâce à cette description, ces utilisateurs peuvent comprendre le contenu de l'image, même sans pouvoir la voir. Pour terminer, n'oubliez pas qu'un clic droit sur une image affiche également un menu contextuel très pratique. Vous y retrouverez plusieurs commandes courantes sans avoir à ouvrir les options détaillées. Comme souvent avec Google Docs, plusieurs chemins permettent d'accéder aux mêmes fonctions. L'important est de choisir celui qui vous paraît le plus simple et le plus naturel. Maintenant, c'est à vous, mettez en pause et insérez une image dans votre document, puis testez les différentes options de mise en forme et de positionnement proposées par Google Docs. Insérer un tableau dans votre document peut vraiment apporter un plus en matière de présentation et d'organisation de vos informations. La bonne nouvelle, c'est que cette opération est particulièrement simple et intuitive dans Google Docs. Pour commencer, je place mon curseur à l'endroit où je souhaite voir apparaître le tableau. Dans mon cas, je vais l'insérer à la fin du document. Je clique donc à cet emplacement. On dit que l'on place un point d'insertion, vous vous souvenez. Le curseur clignotant indique que Google Docs est prêt à recevoir le prochain élément que nous allons insérer. Déroulez maintenant le menu Insertion, puis choisissez Tableau. Un menu apparaît alors. Vous remarquerez tout d'abord la présence de quelques composants de base, c'est-à-dire des modèles de tableaux prêts à l'emploi et proposés par Google. Juste en dessous se trouve une grille blanche représentant les lignes et les colonnes du futur tableau. Pour notre exemple, nous allons créer un tableau de 5 lignes sur 5 colonnes. Je déplace simplement ma souris dans la grille jusqu'à faire apparaître l'indication 5 x 5. Puis je clique dans la case d'intersection comme je vous le montre à l'écran. Immédiatement, le tableau est créé à l'emplacement du point d'insertion. Nous allons maintenant examiner les différentes possibilités offertes par ce tableau. Et vous allez voir qu'elles sont nombreuses. Vous pouvez bien sûr cliquer dans n'importe quelle case et saisir ce que vous souhaitez. Je vais d'ailleurs saisir un numéro dans chaque case. Lorsque vous passez la souris au-dessus du tableau, plusieurs éléments apparaissent. Vous remarquerez notamment dans les angles extérieurs de petites poignées qui permettent d'agir sur la position du tableau. Observez. Si vous cliquez dessus et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, vous pouvez repositionner le tableau à l'endroit souhaité dans votre document.
De la même manière, vous pouvez modifier la largeur des colonnes ou la hauteur des lignes. Il suffit de placer le pointeur de la souris sur une bordure du tableau. Vous remarquerez d'ailleurs que le pointeur change de forme et prend l'apparence d'une icône de redimensionnement. Maintenez alors le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser la bordure jusqu'à obtenir la taille souhaitée. Comme souvent avec Google Docs, un clic droit sur une cellule ou sur le tableau affiche un menu contextuel particulièrement riche, jugez plutôt. Vous y trouverez les commandes permettant d'ajouter, de supprimer des lignes et des colonnes, de fusionner ou de scinder des cellules, d'aligner les contenus ou encore de modifier les propriétés du tableau. Pour modifier son apparence, commencez par sélectionner la zone. Pour ce faire, cliquez dans la première case avec le bouton gauche de votre souris, vous maintenez enfoncé et vous déplacez la souris jusqu'à la case de destination. Vous relâchez le bouton de votre souris et la sélection reste visuellement active. À partir de là, vous pouvez encadrer la sélection grâce au bouton triangle gris qui apparaît dans une case et qui vous permet de choisir le type d'encadrement. Mais vous pouvez également appliquer un style ou décider de mettre en gras ou de changer la couleur et la taille des textes en cliquant sur les boutons dédiés dans la barre d'outils. Ça, vous savez faire maintenant. Les fonctions attachées au tableau sont très nombreuses et pourraient à elles seules faire l'objet d'une vidéo. Je vous invite, dans le cadre de cette vidéo, à mettre sur pause et à tester les possibilités offertes par le logiciel en termes de tableau. Et n'oubliez pas qu'un clic droit sur le tableau, puis Options du tableau, ouvre un bandeau sur la droite avec bon nombre d'options de votre tableau. Je vous laisse découvrir par vous-même. Je vous propose toujours pour enrichir votre document d'ajouter un numéro de page en bas à droite de toutes les pages, sauf sur la première page. Vous allez voir, c'est très simple. Déroulez le menu Insertion, puis Éléments de page, puis Numéro de page. Google Docs vous propose plusieurs modèles. Numéro en haut sans la première page, numéro en bas, et enfin en bas sans la première page. Le menu Autres options vous offre plusieurs possibilités. Vous pouvez choisir l'emplacement des numéros de page, en haut ou en bas du document, décider de les afficher ou non sur la première page, et même commencer la numérotation à partir d'un numéro de votre choix. Pour notre exemple, je vais choisir pied de page, sans numéro sur la première page, puis je clique sur Appliquer. Immédiatement, le numéro de page apparaît dans le pied de page et bien entendu, sa mise à jour est entièrement automatique. Si vous ajoutez ou supprimez des pages, la numérotation s'adapte instantanément sans aucune intervention de votre part. L'en-tête correspond à la partie située tout en haut de chaque page. On peut y placer un titre, le nom d'une société, une date, un logo ou encore un numéro de page. Cette zone reste visible automatiquement sur toutes les pages du document. C'est très utile pour les courriers professionnels ou pour les documents officiels. Pour y accéder, double-cliquez sur la zone entourée en rouge et l'en-tête passe en mode édition. Vous disposez alors d'un jeu d'options dans le menu déroulant de droite. Le formatage permet une édition très précise de votre en-tête. La deuxième option est le numéro de page que nous venons de voir. Quant à la troisième option, elle permet de supprimer l'en-tête. Le pied de page fonctionne exactement sur le même principe, mais en bas de page. On y retrouve souvent les numéros de page, des informations de contact ou bien les mentions légales d'une société. Ces éléments apparaissent automatiquement sur toutes les pages. Je double-clique sur la zone entourée en rouge symbolisant la zone de mon pied de page et je passe alors en mode édition de pied de page. Le menu options est toujours disponible à droite et permet sensiblement les mêmes réglages que pour l'en-tête, à savoir une dimension précise ainsi que proposer un comportement différent sur la première page ainsi que sur les pages paires et impaires. Pour sortir du mode édition de l'en-tête ou du pied de page, je clique ailleurs dans mon document et je quitte le mode édition. Maintenant que nous avons découvert les principales fonctions de Google Docs,
Nous savons créer un document, le nommer, vérifier qu'il est bien enregistré automatiquement, saisir du texte, le mettre en forme, appliquer des styles et même insérer des images ou des tableaux. En quelque sorte, nous avons terminé la phase de production de votre document, même si nous allons voir dans la deuxième partie de cette vidéo comment utiliser les fonctions avancées de Google Docs. Il est maintenant temps de passer à son exploitation, car un document n'est pas seulement fait pour être rédigé, il est aussi destiné à être utilisé, imprimé, voire partagé avec d'autres personnes. Dans ce chapitre, nous allons voir comment régler et imprimer correctement votre document, puis nous découvrirons dans le prochain chapitre comment l'exporter dans différents formats afin de pouvoir l'envoyer par courriel ou l'utiliser avec d'autres logiciels. Commençons tout d'abord par l'impression. Avant d'imprimer mon document, je vais m'intéresser aux paramètres de ma page, je déroule le menu Fichier, puis je sélectionne Configuration de la page. Je m'assure que sur la partie supérieure, le mot Page est bien en bleu. Juste en dessous se trouve le menu Appliquer au document entier. Par défaut, les réglages concernent l'ensemble du document. Mais j'aurais également pu sélectionner uniquement une partie du document avant d'ouvrir cette fenêtre. Dans ce cas, Google Docs m'aurait proposé d'appliquer ces paramètres uniquement à cette sélection sans modifier le reste du document. C'est une fonction très pratique lorsque l'on souhaite par exemple changer l'orientation ou les marges d'une seule partie d'un document. Je définis ensuite si je souhaite mon document en format vertical, on dit portrait, ou en format horizontal, on dit alors paysage. Je choisis le portrait. Le texte sera automatiquement adapté au format sélectionné. Juste en dessous, vous retrouvez le choix du format de papier. Alors en France, dans la très grande majorité des cas, vous choisirez le format A4, c'est-à-dire une feuille de 21 cm par 29,7. C'est le format utilisé pour les courriers, les documents administratifs et la plupart des impressions du quotidien. Mais sachez que Google Docs prend également en charge de nombreux autres formats de papier accessibles directement depuis ce menu si vous avez des besoins plus spécifiques. À droite, je laisse la couleur de fond sur blanc, qui est le choix le plus courant pour un document destiné à être imprimé. Juste en dessous, je retrouve les réglages des marges que je peux ajuster très précisément si nécessaire. Alors, si vous utilisez régulièrement les mêmes paramètres de mise en page, vous pouvez également les enregistrer comme valeur par défaut en cliquant sur le bouton Définir par défaut. Ainsi, tous vos futurs documents utiliseront automatiquement ces réglages. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur OK pour valider l'ensemble de ces paramètres. À présent, déroulez à nouveau le menu Fichier, puis choisissez Imprimer. Si vous êtes sous Windows, vous pouvez également utiliser le raccourci clavier CTRL plus la lettre P. Une fenêtre d'aperçu s'ouvre. À gauche, vous visualisez le rendu de votre document tel qu'il sera imprimé et à droite, un panneau regroupe tous les paramètres de l'impression. En haut de la fenêtre, Google Docs vous indique le nombre de feuilles que comporte votre document. Juste en dessous, vous choisissez la destination, c'est-à-dire l'imprimante sur laquelle vous souhaitez réaliser l'impression. Vous remarquerez, si vous déroulez le petit menu, qu'il est également possible de sélectionner une imprimante PDF. Celle-ci permet de créer un fichier PDF au lieu d'une impression papier. C'est une autre façon d'exporter un document au format PDF, mais nous reviendrons sur cette méthode dans le prochain chapitre. Vous pouvez ensuite choisir les pages à imprimer. Dans mon cas, je vais imprimer l'intégralité de mon document, mais il est tout à fait possible de n'imprimer qu'une partie des pages. Par exemple, pour imprimer uniquement les pages 8 à 10, eh bien, il suffit de saisir 8-10 comme je vous le montre à l'écran. Juste en dessous, indiquez le nombre de copies souhaitées. Pour cette démonstration, bien sûr, une seule copie sera suffisante. Enfin, vous cliquez sur plus de paramètres afin d'afficher les options d'impression avancées. Ces réglages sont relativement classiques, mais je vous propose malgré tout de les parcourir ensemble. Nous retrouvons à nouveau le format du papier. En France, comme nous l'avons vu dans les configurations de la page, dans la très grande majorité des cas, vous choisissez le format A4. Juste en dessous, vous pouvez choisir le nombre de pages imprimées sur une même feuille. Alors par défaut, une page du document est imprimée sur une feuille de papier, mais pour économiser du papier, il est tout à fait possible d'imprimer 2, 4, voire davantage de pages sur une seule feuille. Cette option est surtout utilisée pour les documents de travail ou pour les présentations. Le réglage suivant concerne les marges. Je vous conseille de conserver les marges par défaut,
que nous avons d'ailleurs déjà étudié lors de la mise en page du document. Vient ensuite la qualité d'impression, alors elle est exprimée en PPP, PPP ça veut dire point par pouce. Une résolution de 300 PPP offre déjà une excellente qualité pour la plupart des documents, y compris ceux contenant des photographies. Certaines imprimantes permettent d'atteindre 600 ou même 1200 PPP. La qualité peut alors être encore meilleure, mais l'impression est généralement beaucoup plus lente et consomme davantage d'encre. La mise à l'échelle permet d'agrandir ou de réduire légèrement le document afin de l'adapter à la feuille de papier. Dans la plupart des cas, vous laissez le réglage par défaut, mais sachez qu'il est possible de personnaliser ce facteur si vous souhaitez faire tenir un document sur moins de pages ou au contraire l'agrandir s'il est petit. Si votre imprimante est compatible, vous pouvez également activer l'impression recto verso, ça c'est top. Il faut alors choisir la façon dont les feuilles sont retournées. Pour un document classique au format A4 en portrait, c'est-à-dire vertical, vous sélectionnez généralement retourner sur les bords longs, c'est le mode utilisé pour la plupart des livres. En revanche, si votre document est au format paysage, comme une présentation ou un tableau, choisissez en général retourner sur les bords courts. Les pages se tourneront alors naturellement de la droite vers la gauche. Si vous hésitez entre les deux options, je vous conseille de faire un essai sur seulement 2 pages. Il vaut mieux gaspiller une seule feuille que de découvrir une fois le document terminé que toutes les pages sont imprimées à l'envers. Enfin, dans les options, vous pouvez demander à l'imprimante de reproduire les images du fond du document. Cette fonction est rarement indispensable, mais elle peut être utile pour certains documents comportant un fond coloré ou illustré. Le dernier lien permet d'ouvrir directement la boîte de dialogue d'impression de Windows, qui donne accès aux réglages spécifiques de votre imprimante, du driver de votre imprimante. Lorsque tous les paramètres vous conviennent, cliquez simplement sur Imprimer, et si vous changez d'avis, cliquez sur Annuler pour revenir à votre document sans lancer l'impression. Nous venons de voir comment imprimer un document, mais aujourd'hui, il est souvent plus pratique d'envoyer un fichier par courriel que d'imprimer plusieurs pages. Google Docs permet justement d'exporter votre document dans différents formats afin qu'il puisse être lu par d'autres personnes, même si elles n'utilisent pas Google Docs. Pour cela, vous déroulez le menu Fichier, puis vous choisissez Télécharger. Une liste de formats apparaît alors. Le plus utilisé est sans aucun doute le format PDF. L'avantage du PDF est qu'il conserve exactement la mise en page de votre document. Le destinataire verra le document exactement comme vous l'avez conçu, quel que soit son ordinateur ou son smartphone. C'est le format idéal pour envoyer un courrier, un document administratif, un compte-rendu ou tout document destiné à être consulté ou imprimé. Google Docs permet également d'exporter au format Microsoft Word avec l'extension .docx. C'est particulièrement utile si votre correspondant travaille avec Word et souhaite continuer à modifier le document. Pour notre exemple, je vais choisir Document PDF. Après quelques secondes, le fichier est téléchargé automatiquement sur mon ordinateur. Dans la majorité des cas, il se trouve dans le dossier téléchargement de Windows. Je peux maintenant l'envoyer par courriel, le déposer sur une clé USB ou encore l'archiver comme n'importe quel autre fichier. Retenez qu'un document Google Docs reste un document en ligne stocké dans votre espace Google Drive. L'exportation permet de créer une véritable copie du document dans un format standard que vous pourrez utiliser partout, même sans connexion Internet. Maintenant que nous avons vu les éléments fondamentaux de Google Docs permettant de se débrouiller seul au quotidien, nous allons découvrir des fonctions avancées qui vont vous offrir une grande palette de possibilités. Chaque chapitre qui suit traitera d'une fonctionnalité. Et on commence tout de suite par l'insertion d'un sommaire. Notre document commence à être correctement structuré avec des titres. Nous allons découvrir une fonction assez magique, le sommaire automatique. Comme Google Docs reconnaît les styles que nous avons appliqués à nos différents titres, il est capable de générer automatiquement la table des matières du document. Placez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez voir apparaître ce sommaire, généralement au début du document, juste après le titre principal. Puis vous déroulez le menu Insertion, puis Éléments de page, et enfin vous choisissez Table des matières.
Google Docs vous propose généralement deux versions. Une version avec des liens cliquables, idéal pour un document de type PDF, et une version avec des numéros de pages plus adaptés à l'impression. Choisissez celle qui vous convient. Immédiatement, votre sommaire apparaît automatiquement au point d'insertion. Le plus impressionnant, c'est que si vous ajoutez de nouveaux titres plus tard dans votre document, il suffira simplement d'actualiser le sommaire pour qu'il se mette à jour tout seul. Pour ce faire, rien de plus simple, un clic droit de la souris sur le sommaire déplie le menu local, vous choisissez alors Mettre à jour la table des matières et la mise à jour est automatique. Vous disposez également dans ce menu de quelques fonctions complémentaires comme la possibilité de la supprimer ou d'accéder aux options de la table des matières. En cliquant sur cette dernière commande, un panneau s'ouvre sur la droite de l'écran. C'est ici que vous pourrez personnaliser l'apparence de votre sommaire. Vous pourrez choisir son mode d'affichage, décider d'afficher ou non les numéros de page en fin de ligne, d'ajouter ou de supprimer les pointillés reliant les titres aux numéros, ou encore de définir le niveau de détail du sommaire. Vous pouvez ainsi choisir de faire apparaître uniquement les titres ou d'y ajouter les titres 1, titre 2, titre 3 et ainsi de suite. Si l'un des niveaux apparaît grisé, c'est tout simplement parce que votre document ne contient aucun titre de ce niveau. Cette personnalisation permet d'obtenir un sommaire parfaitement adapté à la longueur et à la structure de votre document. Pensez à refermer le menu du sommaire en cliquant sur le X en haut à droite. Si vous souhaitez afficher la règle en haut de votre document, rien de plus simple, vous déroulez le menu Affichage, puis vous sélectionnez Afficher la règle. C'est tout à fait logique puisque cette commande modifie simplement votre affichage à l'écran. Au passage, vous remarquerez que ce même menu permet également d'afficher une barre d'outils destinée à la saisie d'équations mathématiques. C'est une fonction assez spécialisée, mais elle pourra être utile si vous rédigez des documents scientifiques ou techniques. Revenons à notre règle. À première vue, on peut se demander à quoi elle sert réellement. En réalité, elle remplit deux fonctions principales. La première consiste à gérer les retraits des paragraphes grâce au petit curseur situé à gauche de la règle. Ils permettent de décaler la première ligne d'un paragraphe, l'ensemble du paragraphe ou encore de créer ce que l'on appelle un retrait suspendu. Ce sont des réglages de mise en page assez avancés que vous utiliserez surtout pour des documents particuliers. Mais son utilisation la plus courante reste la gestion des tabulations. Les tabulations sont une fonction très pratique des traitements de texte. Elles permettent d'aligner parfaitement des textes ou des nombres sans avoir à ajouter des espaces. Le résultat est beaucoup plus propre et surtout beaucoup plus professionnel et très rapide à mettre en œuvre. Prenons un exemple très simple. Je souhaite réaliser une petite liste comme celle que j'affiche à l'écran. Je commence par taper nom, puis comme beaucoup de débutants, j'ajoute une série d'espaces avant de taper téléphone. Je passe à la ligne, je saisis adresse, puis à nouveau toute une série d'espaces avant d'écrire ville. Enfin, je tape prix, encore des espaces, puis 24,90. Le résultat semble correct au premier abord, mais cette méthode est en réalité à éviter. Si je modifie la longueur d'un mot, par exemple je remplace nom par nom et prénom, ou si je change la taille de la police de caractère, eh bien tout l'alignement est immédiatement perdu. Retenez donc cette règle très importante, pour aligner du texte, n'utilisez jamais la barre d'espace. À la place, nous allons utiliser des tabulations. Je commence par supprimer tous les espaces situés entre nom et téléphone, et à leur place, j'appuie une seule fois sur la touche tabulation de mon clavier. Je fais exactement la même chose entre adresse et ville, puis entre prix et 24,90. Pour l'instant, rien ne change réellement à l'écran. C'est normal. Il ne nous reste plus qu'à tout sélectionner pour dire à Google Docs que l'on veut appliquer les tabulations à ces lignes, puis à placer un tabulateur sur la règle, par exemple à 8 cm, et de choisir tabulateur gauche. Si vous dépliez le menu affichage et que vous sélectionnez afficher les caractères non imprimables, vous verrez les tabs sous la forme de flèches et les espaces sous la forme de petits points bleus. Pour le masquer, c'est l'opération inverse.
Allez, on récapitule. Pour mettre en place un tabulateur, il suffit juste de cliquer directement dans la règle à l'endroit où vous souhaitez créer un point d'arrêt. Google Docs affiche alors un petit menu qui vous permet de choisir le type de tabulation. Une fois votre choix effectué, un petit repère apparaît immédiatement sur la règle. À partir de maintenant, chaque fois que vous appuierez sur la touche tabulation de votre clavier, le point d'insertion viendra automatiquement se positionner sur ce repère. Vous pouvez bien sûr placer plusieurs tabulateurs sur une même ligne. À chaque pression de la touche Tab, le curseur se déplacera vers le tabulateur suivant. Google Docs propose 3 principaux types de tabulation. Le tabulateur gauche est le plus utilisé. Le texte commence exactement à l'endroit où vous avez placé le repère. C'est celui que vous utiliserez dans la grande majorité des cas. Le tabulateur centré centre automatiquement le texte sur le repère. Il est pratique pour centrer des titres ou pour réaliser des petits tableaux. Enfin, le tabulateur droit aligne la fin du texte sur le repère. Quelle que soit la longueur du texte, son dernier caractère arrivera toujours au même endroit. C'est la solution idéale pour aligner par exemple des prix, des montants, des dates ou des numéros. Conseil important, pensez toujours à sélectionner le ou les paragraphes concernés avant de créer ou de modifier des tabulations. Si aucun paragraphe n'est sélectionné, les réglages ne s'appliqueront qu'au paragraphe dans lequel se trouve le point d'insertion, ainsi qu'au nouveau paragraphe créé par la suite. Enfin, si vous souhaitez supprimer un tabulateur, il suffit de le saisir avec la souris et de le faire glisser en dehors de la règle, il disparaît immédiatement. Retenez surtout que les tabulations sont faites pour aligner du texte, alors que la barre d'espace sert uniquement à séparer les mots. Nous allons maintenant découvrir une fonction souvent méconnue, mais pourtant pratique, notamment avec les documents un peu longs, les signets. Le principe est assez simple, un signet fonctionne un peu comme un marque-page dans un livre. Il permet de placer un repère précis à un endroit de votre document, puis d'y revenir instantanément plus tard. C'est particulièrement utile lorsque votre document contient de nombreuses pages. Imaginez un guide, un mode d'emploi, un compte-rendu ou un document de formation. Plutôt que de faire défiler laborieusement les pages pour retrouver une information précise, vous pouvez créer des signets pour vous déplacer rapidement dans votre document. Alors, comment faire ? Commencez par placer votre curseur exactement à l'endroit que vous souhaitez marquer. Par exemple, au début d'un chapitre important ou devant le sommaire. Pour l'exemple, je vais me placer devant mon sommaire. Ensuite, déroulez le menu Insertion, puis choisissez Signer. Immédiatement, un petit marqueur bleu apparaît dans le document. Donnez un nom à votre signet et cliquez ailleurs. Votre signet est créé. Un clic sur la coche bleue déroule une petite interface locale qui permet de changer son nom éventuellement. Vous noterez le liseré bleu au-dessus du nom et la possibilité de copier le lien direct ou de supprimer le signet. Mais un signet seul ne sert pas à grand chose en fait. L'intérêt est ensuite de créer un lien vers ce signet. Par exemple, retour au sommaire que je saisis pour l'exemple. Je sélectionne le texte avec la souris, puis je clique sur l'icône Insérer un lien dans la barre d'outils. Google Docs me propose alors plusieurs destinations possibles. En bas, je clique sur En-tête, Favoris et Onglets. Vous retrouverez par ordre d'apparition vos titres de chapitres, renommés pour l'occasion en En-tête, vos signets renommés en Favoris, allez comprendre pourquoi, et enfin les onglets de documents que nous verrons plus loin dans cette vidéo. Sélectionnez le signet sommaire que vous venez de créer, et voilà, votre texte devient un lien cliquable. Un simple clic déploie une petite interface qui vous indique que c'est un signet, et un clic sur le mot signet vous transporte immédiatement à l'endroit exact du document que vous avez marqué. Je crée en dessous un lien qui pointe non plus vers un signet, mais vers un titre de mon document. Je clique sur le lien, il déploie la petite interface et le signet est devenu T comme titre. Cela fonctionne exactement de la même manière. Songez qu'une petite image dans votre document peut également devenir un lien. Les signets et les liens sont extrêmement pratiques dans les documents longs et numériques. C'est aussi une excellente solution pour créer une navigation personnalisée. Petit détail important, les signets sont surtout utiles dans les documents consultés à l'écran, car dans une version imprimée, évidemment,
impossible de cliquer. Mais dans un PDF ou un document partagé en ligne, c'est une fonction vraiment très confortable. Nous allons maintenant découvrir une fonction relativement récente de Google Docs et pourtant très pratique, les composants de base. L'idée est simple, plutôt que de construire vous-même certains éléments de mise en page, Google Docs vous propose des modèles prêts à l'emploi que vous pouvez insérer en un seul clic. Pour y accéder, vous déroulez le menu Insertion, puis vous choisissez Composants de base. Un sous-menu apparaît alors avec plusieurs catégories, sélectionnez voire plus. Un bandeau sur la droite apparaît et présente tous les composants disponibles et si vous les survolez, vous découvrez un aperçu du composant. Prenons un exemple, je vais insérer une liste de contacts. Instantanément, Google Docs crée un tableau complet avec des titres, des colonnes et des informations à compléter. Il ne s'agit évidemment pas d'un document terminé, mais d'une base de travail avec de l'interactivité. Jugez plutôt, je clique sur le bouton Personne de la première ligne et il déplie immédiatement mon carnet Google Contact pour que je sélectionne une personne. Ensuite, je clique sur Lieu, je saisis Versailles et immédiatement la carte apparaît. Un clic sur le lieu ouvre un bandeau sur la droite avec la cartographie et des options intéressantes comme l'itinéraire pour s'y rendre. C'est tout l'intérêt des composants de base. Ils vous évitent de repartir d'une page blanche et vous font gagner un temps précieux. Il est toujours intéressant de savoir qu'ils existent le jour où vous aurez besoin de créer rapidement un planning, une chronologie ou un document un peu élaboré. Ces composants constitueront une excellente base de départ que vous pourrez personnaliser en quelques minutes. Transition toute trouvée pour évoquer les éléments intelligents que l'on appelle des chips. Derrière ce nom un peu bizarre se cache une idée finalement très simple. Une fonction évoluée permet d'insérer dans votre document un élément interactif beaucoup plus riche qu'un simple texte. Concrètement, au lieu d'écrire simplement le nom d'une personne, une date, un lieu ou le nom d'un fichier, Google Docs peut créer un petit bloc intelligent contenant des informations complémentaires et un lien vers le document. Par exemple, vous pouvez insérer le nom d'un contact. Au lieu d'un simple texte, Google Docs affichera une petite fiche avec son nom, son adresse mail et même des raccourcis pour lui envoyer un message ou organiser une réunion. Même principe avec une date. Si vous saisissez une date, Google peut la transformer en un élément interactif avec un lien vers Google Agenda pour créer un rendez-vous. C'est très pratique pour organiser un planning. Vous pouvez aussi insérer un fichier Google Drive. Au lieu de copier un long lien incompréhensible, Google affiche une petite puce claire avec le nom du document. C'est beaucoup plus élégant et beaucoup plus pratique. Alors, comment les utiliser en pratique ? Eh bien, c'est très simple. Cliquez à l'endroit où vous souhaitez insérer le chips. Déroulez le menu Insertion, puis choisissez Chips intelligentes et enfin sélectionnez l'élément que vous souhaitez insérer au point d'insertion. Sont proposés date, contact, fichier, événement d'agenda et lieu. Commençons par insérer une date. Un calendrier s'affiche, je sélectionne aujourd'hui et je clique sur OK. La date du jour apparaît sur fond gris, symbolisant son côté interactif. Un clic sur la date déplie une interface de gestion dans laquelle on peut préciser une heure ou ajouter un événement d'agenda automatiquement. C'est assez puissant. Ajoutons dessous un Chips Contact. Je déroule le menu Insertion, puis je choisis Chips intelligentes et enfin je sélectionne Contact. Il me propose des contacts récents. Je saisis Senior et Informatique. Le moteur de recherche de Google Contact ajuste en temps réel la liste et immédiatement, il me propose la fiche contact de Senior et Informatique que j'insère en cliquant dessus. Le contact est inséré avec un fond grisé indiquant qu'il est interactif. D'ailleurs, un clic sur le contact déplie une interface permettant d'éditer la fiche de contact dans un bandeau à droite, mais également d'envoyer un mail directement ou un message, voire même d'organiser une visioconférence avec la personne. Je vous laisse découvrir par vous-même les chips des lieux, des événements d'agenda et même des fichiers. Je terminerai ce chapitre par l'option chips d'espace réservé qui permet de créer des mini-composants destinés aux documents partagés. Une démonstration sera beaucoup plus simple qu'une longue explication. Je déroule le menu Insertion, puis je choisis Chips intelligentes et enfin, je sélectionne Chips d'espace réservé.
Je sélectionne lieu et un bouton lieu apparaît avec un fond grisé. Si je clique dessus, eh bien le moteur de recherche de Google Maps apparaît. Vous avez donc fait apparaître un composant destiné à recevoir un futur lieu. Idem pour personne, ou encore pour fichier, pour événement d'agenda, et enfin pour date. Vous vous souvenez dans le chapitre précédent sur les composants de base, j'avais inséré un composant liste de contacts qui comportait pour chaque ligne un contact et un lieu à préciser. Eh bien, c'est cette fonction qui a été utilisée. Le concepteur a pris soin de mettre dans chaque ligne du tableau un bouton lieu et le bouton personne. Ces chips sont particulièrement utiles lorsque vous travaillez à plusieurs sur un document. Elles rendent le document beaucoup plus vivant, plus interactif et évitent souvent d'avoir à recopier des informations. Nous allons maintenant découvrir une fonction très pratique de Google Docs, les menus déroulants. Le principe est simple, au lieu de laisser une personne saisir librement du texte, vous pouvez lui proposer une liste de choix prédéfinis. C'est particulièrement utile lorsque plusieurs personnes doivent remplir le même document ou lorsque vous souhaitez éviter des erreurs de saisie. Pour insérer un menu déroulant, placez votre point d'insertion à l'endroit souhaité, déroulez ensuite le menu Insertion, puis Chips intelligents et choisissez Menu déroulant. Google Docs vous propose immédiatement quelques modèles prêts à l'emploi. Si par exemple vous survolez le menu État du projet, eh bien vous apercevez les valeurs proposées. Je choisis le menu État du projet et je clique dessus. Immédiatement, le menu apparaît à mon point d'insertion, comme je vous le montre à l'écran. Imaginez maintenant un tableau d'un projet de piscine où chaque ligne aurait ce menu déroulant pour dire opération pas commencée, en cours ou bien terminée. Vous pouvez bien sûr personnaliser le menu en cliquant sur le menu et en sélectionnant la dernière ligne Ajouter, modifier des options. L'interface suivante apparaît. Je peux changer le nom du menu déroulant, sélectionner une couleur pour chaque valeur, corriger un intitulé, les déplacer pour en changer l'ordre, en ajouter de nouveaux ou encore en supprimer. Cliquez sur Enregistrer une fois terminé, c'est très intuitif. Bien sûr, un menu déroulant peut tout à fait être copié-collé autant de fois que nécessaire. Personnellement, je trouve cette fonction très pratique pour préparer des documents que l'on met régulièrement à jour. Par exemple, une liste de courses interactive avec des éléments récurrents et des valeurs comme racheté, suffisant, urgent. Vous pouvez aussi assurer simplement le suivi des cotisations d'une association, réaliser un planning de jardinage, le suivi des règlements des factures. Au lieu de retaper toujours les mêmes informations, il suffit de sélectionner la bonne valeur dans la liste. C'est une fonction simple, mais particulièrement efficace pour rendre un document beaucoup plus interactif et limiter d'une part les erreurs de saisie et d'autre part le côté fastidieux des saisies multiples. Je vous propose comme exercice de réaliser une liste de courses interactive. Pour les fans des croquis, il y a un outil embarqué dans Google Docs qui permet de réaliser des croquis. Là encore, une démonstration vaut mieux qu'un long discours. Je clique sur le menu Insertion, puis Dessin et Nouveau. Un éditeur de croquis très complet apparaît et vous permet de créer librement des dessins vectoriels. Avant de poursuivre, je vais prendre une minute pour vous expliquer une notion importante. La différence entre un dessin vectoriel et une image bitmap. Une photo prise avec un smartphone est ce que l'on appelle une image bitmap. Elle est composée de millions de petits points de couleur que l'on appelle des pixels. Si vous agrandissez beaucoup une photo, ces petits carrés finissent par devenir visibles et l'image perd en qualité. A l'inverse, un dessin dit vectoriel n'est pas constitué de pixels, mais de formes géométriques comme des lignes, des cercles, des rectangles, des courbes, décrites par des formules mathématiques. L'avantage est considérable. Vous pouvez agrandir ou réduire un dessin vectoriel autant que vous le souhaitez. Il restera toujours parfaitement net. C'est d'ailleurs le principe utilisé pour la plupart des logos, des plans, des schémas ou bien des organigrammes. Le module dessin de Google Docs fonctionne exactement sur ce principe. Il ne sert pas à retoucher des photographies, mais à créer des schémas vectoriels, des flèches, des formes, des zones de texte ou des illustrations simples qui resteront toujours parfaitement nettes, quelle que soit leur taille. Revenons maintenant à notre dessin et découvrons ensemble comment créer ces différents éléments. Je vais commencer en premier lieu par dessiner deux rectangles. Pour cela, je clique sur le bouton Forme.
vous pouvez constater que les formes proposées sont vraiment très fournies. Choisissez le carré en cliquant dessus, cliquez sur le fond du dessin avec le bouton gauche de la souris et sans relâcher, vous déplacez la souris ou le trackpad, puis vous relâchez. Votre rectangle s'affiche, vous cliquez dessus, apparaissent les poignées qui me permettent de corriger sa forme librement. Cela est valable pour toutes les formes que vous allez créer. Je peux l'agrandir, le réduire, le déplacer, diminuer la hauteur ou la largeur, ou encore le tourner. C'est assez intuitif, même si cela demande un petit peu d'habitude si vous avez un trackpad de portable. Sélectionnez votre rectangle, puis déroulez le menu Action en haut à gauche et choisissez Dupliquer. Notez en passant les nombreuses fonctions proposées par le menu Action. Un deuxième rectangle apparaît automatiquement et au même endroit. Je vais les réorganiser sur ma surface. En cliquant sur le centre d'une forme, vous pouvez la déplacer facilement. Double-cliquez dans le premier rectangle, un point d'insertion apparaît au centre et me permet d'ajouter du texte dans la forme. Je saisis mon premier rectangle. Le rectangle étant toujours sélectionné, je clique sur le bouton fond de couleur pour coloriser le fond. Je choisis le bleu ciel, puis je choisis également le type de trait et la couleur du trait. Vous voyez, on peut vraiment personnaliser à sa guise les formes du croquis. Nous allons maintenant relier nos deux rectangles grâce à un connecteur. Dans la barre d'outils du module dessin, cliquez sur l'icône ligne, puis choisissez connecteur en angle. Le pointeur de la souris se transforme alors en une petite croix. Survolez le premier rectangle, vous voyez apparaître plusieurs points bleus. Ce sont les points d'ancrage. Positionnez le pointeur sur l'un de ces points, cliquez, puis sans relâcher le bouton gauche de la souris, faites glisser le connecteur jusqu'au second rectangle. Lorsque vous survolez ce deuxième rectangle, ses propres points d'ancrage apparaissent à leur tour. Vous remarquerez que Google Docs utilise un effet magnétique qui facilite le raccordement du connecteur au bon endroit. Relâchez simplement le bouton de la souris, vos deux formes sont maintenant reliées. Enfin, lorsque vous avez terminé, vous appuyez sur la touche Échappe de votre clavier pour quitter le mode d'insertion des connecteurs et revenir au mode de sélection normal. Si vous déplacez l'un des rectangles, vous constaterez que le connecteur suit automatiquement le mouvement tout en conservant la liaison entre les deux formes. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave du tout. Commencez par appuyer sur la touche Échappe de votre clavier afin de quitter le mode d'insertion. Cliquez ensuite sur l'élément que vous souhaitez supprimer afin de le sélectionner, puis vous appuyez simplement sur la touche Supr de votre clavier. Je vous laisse maintenant mettre en pause pour prendre quelques minutes afin d'explorer les nombreuses possibilités offertes par cet éditeur de dessin. Essayez d'insérer différentes formes géométriques, ajouter des zones de texte, tester les différents types de connecteurs ou encore l'insertion d'images de type bitmap. Vous constaterez que les connecteurs peuvent également s'accrocher automatiquement à certaines formes, à certaines images et à d'autres objets du dessin. Cette fonction est particulièrement pratique pour réaliser des schémas ou des organigrammes un peu plus élaborés. Il arrive également que deux formes se chevauchent. Dans ce cas, Google Docs permet de gérer leur ordre de superposition. Pour cela, vous sélectionnez la forme, vous déroulez le menu Action, puis vous choisissez Tri. Vous pourrez alors décider de placer une forme devant ou derrière l'autre. C'est une fonction simple mais très utile. Enfin, n'hésitez pas à utiliser le menu contextuel. Un simple clic droit sur une forme fait apparaître de nombreuses commandes très pratiques, souvent plus rapides d'accès que les menus de la barre d'outils. Une fois votre dessin terminé, cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer situé en haut de la fenêtre. Votre schéma est immédiatement inséré dans votre document Google Docs. Vous pourrez ensuite le redimensionner, le déplacer ou si vous le souhaitez, le modifier. Il vous suffira juste de double-cliquer dessus pour rouvrir l'éditeur de dessin. Vous pourrez alors ajouter de nouvelles formes, modifier le texte ou compléter votre schéma avant de l'enregistrer à nouveau. Nous allons maintenant découvrir comment insérer un graphique dans Google Docs. Un graphique permet de représenter des chiffres de manière beaucoup plus visuelle qu'un simple tableau. En un coup d'œil, il devient plus facile de comparer des valeurs, de suivre une évolution ou de mettre en évidence une tendance. Par exemple, vous pouvez présenter l'évolution des dépenses de votre foyer, le nombre d'adhérents d'une association, le suivi d'un budget ou encore la répartition de différentes catégories de dépenses. Pour insérer un graphique, commencez par placer votre point d'insertion à l'endroit où vous souhaitez le faire apparaître. Déroulez ensuite le menu Insertion, puis choisissez
Graphique. Google Docs vous propose plusieurs modèles. Un graphique en barre, en colonne, en courbe ou encore un graphique circulaire que l'on appelle souvent un graphique camembert. Pour cette démonstration, je vais choisir un graphique en colonne pour réaliser le graphisme de ma production de légumes dans mon jardin selon les années. Le graphique apparaît immédiatement dans mon document. Vous remarquerez qu'il contient déjà des données d'exemple. En réalité, ce graphique est relié à Google Sheets, le tableur de Google. Autrement dit, les données ne se modifient pas directement dans Google Docs. Pour les personnaliser, il suffit de cliquer sur le graphique, menu 3 points, puis sur le bouton « Ouvrir la source ». Le tableur s'ouvre alors automatiquement avec le tableau contenant toutes les données utilisées pour construire le graphique. Remontez bien en haut du tableur, car sur mon ordinateur portable, le tableau des chiffres est masqué. Il ne vous reste plus qu'à remplacer les textes et les chiffres par les vôtres. Si nécessaire, ajouter ou supprimer des séries de valeurs. Une fois les modifications terminées, je ferme l'onglet tableur et je reviens dans Google Docs. Le graphique vous indique alors qu'une mise à jour est disponible sous la forme d'un bouton avec une flèche en forme de cercle. Un simple clic sur Modifier suffit pour que votre graphique affiche immédiatement les nouvelles valeurs. Retenez donc ce principe. Le graphique est affiché dans Google Docs, mais ces données sont stockées et modifiées dans Google Sheets. C'est une liaison très pratique car si les chiffres évoluent, il suffit de mettre le graphique à jour sans avoir à le recréer. Je ne vais pas aller plus loin dans la découverte de ce tableur aujourd'hui car c'est un logiciel très complet qui mériterait à lui seul une véritable formation. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je réalise un grand format consacré à Google Sheets afin de découvrir toutes les possibilités offertes par le tableur de Google. Les onglets constituent l'une des nouveautés les plus importantes de Google Docs. Jusqu'à présent, un document Google Docs correspondait à un seul document. Désormais, il est possible de regrouper plusieurs onglets dans un même fichier. Pour vous donner une image simple, imaginez un classeur. Le classeur représente votre document Google Docs, tandis que chaque intercalaire correspond à un onglet contenant une partie différente de votre travail. Cette organisation est particulièrement pratique lorsque vous travaillez sur un sujet important. Par exemple, vous pouvez créer un onglet pour l'introduction, un autre pour vos notes, un troisième pour les annexes ou encore un quatrième pour les références. Tous ces contenus restent regroupés dans un seul et même document. Les onglets sont accessibles dans le bandeau situé sur la gauche de l'écran. Par défaut, un nouveau document Google Docs ne comporte qu'un seul onglet. Si vous souhaitez en ajouter un, il suffit de cliquer sur le bouton plus situé en haut du bandeau. Un nouvel onglet est immédiatement créé. En cliquant sur le bouton 3 points, vous accédez au menu de gestion des onglets. Vous pouvez notamment renommer l'onglet, remplacer son icône par un emoji pour le repérer plus facilement, le déplacer ou encore le supprimer. Pour passer d'un onglet à l'autre, il suffit de cliquer sur son nom dans le panneau de gauche. Le contenu correspondant s'affiche alors instantanément dans la partie centrale de l'écran. L'avantage est évident. Au lieu de multiplier les fichiers dans Google Drive, vous pouvez regrouper plusieurs parties d'un même projet dans un seul document, tout en naviguant très facilement de l'un à l'autre. Personnellement, je trouve cette fonction particulièrement pratique pour organiser un document volumineux. On retrouve beaucoup plus facilement les différentes sections et l'ensemble reste parfaitement structuré. L'un des grands atouts de Google Docs est de permettre à plusieurs personnes de travailler sur un même document. Plus besoin d'envoyer un fichier par mail, d'attendre qu'il soit modifié, puis de récupérer une nouvelle version, et enfin de passer du temps à repérer ce qui a été modifié. C'est laborieux. Tout le monde peut désormais travailler directement sur le même document. Pour partager votre document, vous cliquez sur le bouton Partager situé en haut à droite de la fenêtre. Une boîte de dialogue s'ouvre, vous pouvez alors saisir l'adresse électronique de la personne avec laquelle vous souhaitez partager votre document. Google Docs vous demande ensuite de définir ses droits. Vous pouvez choisir lecteur, dans ce cas, la personne pourra uniquement consulter le document. Vous pouvez choisir commentateur, elle pourra lire le document
et ajouter des commentaires, toutefois sans modifier le texte. Enfin, vous pouvez choisir éditeur et cette personne pourra modifier librement le contenu de tout le document exactement comme vous. Une fois ces paramètres définis, vous cliquez sur le bouton Envoyer. Votre correspondant reçoit alors une invitation lui permettant d'accéder directement au document. Une autre solution consiste à utiliser le bouton Copier le lien. Par défaut, seules les personnes ayant un accès déclaré peuvent utiliser le lien. C'est utile si vous avez quelques personnes, mais que faire si vous avez beaucoup de personnes et que vous souhaitez éviter de devoir saisir toutes les emails? Google Docs peut générer alors un lien que vous pouvez envoyer par mail ou par WhatsApp et sans déclarer tout le monde. C'est puissant, mais redoutable en termes de sécurité. Aussi, nous allons faire la manipulation ensemble et en détail, vous verrez que c'est très simple. Je clique sur Limiter et je sélectionne tous les utilisateurs qui ont un lien. Avant de générer ce lien, nous allons observer les autorisations qu'auront les utilisateurs munis du lien. Ensuite, je clique sur le mot lecteur. Cette étape est très importante car elle donne les droits d'utilisation au futur lien. On appelle cela les droits ou les autorisations d'accès. Définissez le niveau de droit qu'auront vos destinataires. Dans mon cas, je définis lecteur, ce qui induit que les personnes munies du lien pourront uniquement consulter mon document. Je clique sur Copier le lien, puis sur OK. Le lien est désormais dans mon presse-papier et je peux le coller dans un mail ou dans WhatsApp pour le communiquer. L'immense avantage de Google Docs est que chacun travaille sur un document unique. Toutes les modifications sont enregistrées automatiquement et apparaissent presque instantanément chez les autres participants. Il n'y a donc plus de risque de voir circuler plusieurs versions différentes d'un même document. Personnellement, j'utilise très souvent cette fonction lorsque je prépare un document avec plusieurs collaborateurs. Chacun peut apporter ses idées, corriger un passage ou compléter une information sans avoir à échanger des dizaines de fichiers par courriel. Dans le chapitre suivant, nous allons justement découvrir une fonction qui complète parfaitement le partage d'un document, les commentaires. Ils permettent de discuter d'un document sans modifier directement le contenu. Maintenant que nous savons partager un document, découvrons une autre fonction particulièrement utile, les commentaires. L'objectif est simple, plutôt que de modifier directement un document, vous pouvez laisser une remarque, poser une question ou demander une précision. C'est très pratique lorsque plusieurs personnes travaillent ensemble sur un même document. Pour ajouter un commentaire, commencez par sélectionner un mot, une phrase ou un paragraphe. Cliquez ensuite sur l'icône représentant une bulle de dialogue avec un plus qui apparaît sur la droite du texte sélectionné. Une petite fenêtre s'ouvre dans la marge de droite. Il ne vous reste plus qu'à saisir votre commentaire, puis à cliquer sur « Commenter ». Le commentaire est immédiatement associé au passage sélectionné. Les autres personnes ayant accès au document peuvent alors le lire, y répondre ou engager une véritable discussion sans modifier le contenu du document bien sûr. Une fois le problème résolu ou la question traitée, il suffit de cliquer sur la coche bleue, le commentaire disparaît alors de la marge tout en restant conservé dans l'historique du document si vous souhaitez le retrouver ultérieurement et on va voir ça dans le prochain chapitre. Google Docs permet également de notifier directement une personne dans le commentaire. Il suffit de taper le caractère arrobas puis de commencer à saisir son nom ou son adresse électronique. Vous cliquez sur la personne, vous saisissez un commentaire. Vous pouvez également lui attribuer de fermer le commentaire une fois qu'il aura terminé sa tâche. Et la personne recevra alors une notification l'invitant à consulter votre commentaire. Personnellement, j'utilise très souvent cette fonction pour relire et valider des documents avant leur diffusion. Plutôt que de modifier directement le texte, je laisse des remarques destinées aux différents collaborateurs. Alors attention, un commentaire ne modifie jamais le document. Il sert uniquement à échanger autour du texte sélectionné. Si en revanche, vous souhaitez proposer une correction sans modifier définitivement le document, il faut utiliser le mode suggestion que nous avons aperçu au tout début de cette formation. Pour cela, cliquez sur le bouton Édition,
et sélectionnez Suggestions. Dans ce mode, Google Docs affiche vos modifications sous forme de propositions. Prenons un exemple. Je saisis la phrase que je souhaiterais ajouter et que je propose donc à la communauté. Observez dans la marge ma proposition qui s'affiche en temps réel. De plus, je souhaiterais supprimer ce mot que je trouve redondant. Je le sélectionne et je l'efface avec la touche Supr. À nouveau, une bulle de proposition de modification apparaît dans la marge droite. L'auteur du document pourra ensuite les accepter ou les refuser en utilisant la coche bleue que nous avons vue à l'instant. Les commentaires et le mode suggestion sont différents et complémentaires. Le premier permet de discuter du document, tandis que le second permet de proposer des corrections. Il constitue un excellent moyen de travailler à plusieurs tout en préservant le document d'origine. Et si malgré tout une modification importante est réalisée par erreur, rassurez-vous, Google Docs conserve automatiquement toutes les versions successives de votre document et c'est précisément ce que nous allons découvrir dans le chapitre suivant. L'un des grands avantages de Google Docs est que rien ou presque rien ne se perd. À chaque modification de votre document, Google Docs enregistre automatiquement de nouvelles versions. Si vous supprimez un paragraphe par erreur, si une personne modifie un document partagé ou si vous souhaitez simplement retrouver une ancienne rédaction, il est possible de revenir en arrière, même plusieurs jours ou plusieurs semaines plus tard. Pour accéder à cette fonction, vous déroulez le menu Fichier, puis vous choisissez Historique des versions, puis Afficher l'historique des versions. Un bandeau s'ouvre alors sur la droite de votre écran. Vous y retrouvez la liste des différentes versions enregistrées, classées par date et par heure. Si le document est partagé, Google Docs indique également le nom de la personne ayant effectué les modifications. En cliquant sur une version, le document s'affiche tel qu'il était à ce moment-là. Les ajouts, les suppressions et les modifications sont mises en évidence par différentes couleurs, ce qui permet de visualiser assez facilement l'évolution du document. Si cette version vous convient davantage que la version actuelle, il suffit de cliquer sur « Restaurer cette version », le document redevient immédiatement tel qu'il était à cette date. Et rassurez-vous, même après une restauration, les autres versions ne sont pas supprimées. Vous pouvez revenir à une version plus récente si vous changez d'avis. Dans le menu Fichier historique des versions, vous pouvez également attribuer un nom à une version importante de votre document, par exemple version finale, document validé ou projet envoyé. Cela permet de retrouver beaucoup plus facilement les grandes étapes de votre travail. Personnellement, je considère cette fonction comme une véritable sécurité. On peut ainsi expérimenter, modifier un document, travailler à plusieurs sans craindre de perdre définitivement une information importante. C'est l'un des grands avantages de Google Docs. L'historique des versions est automatique, toujours disponible et particulièrement simple à utiliser. Depuis le début de cette formation, nous avons vu que Google Docs fonctionne principalement en ligne. Autrement dit, vos documents sont enregistrés dans votre espace Google Drive et sont accessibles dès que vous disposez d'une connexion Internet. Mais alors, que se passe-t-il si vous êtes dans un train, en vacances ou dans un endroit où Internet n'est pas disponible? Google Docs a prévu cette situation grâce au mode hors connexion. Cette fonction permet de continuer à consulter et à modifier vos documents, même sans accès Internet. Pour l'activer, retournez sur la page d'accueil de Google Docs, cliquez sur le menu Hamburger à gauche, représenté par 3 traits horizontaux, puis choisissez Paramètres. Il vous suffit ensuite d'activer l'option hors connexion. Google vous demandera peut-être d'installer l'extension Google Docs hors connexion si elle n'est pas encore présente sur votre navigateur. Attention, le mode hors connexion ne peut généralement être activé que pour un seul compte Google sur un même profil de navigateur. Si vous utilisez plusieurs comptes Google sur le même ordinateur, il est possible que cette option soit grisée. Une fois cette option activée, même sans Internet, vous pouvez ouvrir Google Docs depuis votre navigateur, par exemple via docs.google.com ou drive.google.com. Si le mode hors connexion a été activé auparavant, Chrome ou Edge utilisent une copie locale des documents disponibles hors ligne. Vous avez alors presque l'impression d'être connecté. Vous pouvez ouvrir, lire ou modifier vos fichiers. La différence,
c'est que les modifications restent temporairement sur votre ordinateur et dès que la connexion Internet sera rétablie, Google Docs synchronisera automatiquement votre travail avec Google Drive. Personnellement, je trouve cette fonction très rassurante. Elle permet de continuer à travailler dans un train, en vacances ou tout simplement en cas de panne temporaire de votre connexion Internet. Vous bénéficiez ainsi du confort du cloud tout en conservant la possibilité de travailler hors ligne lorsque cela est nécessaire. Voilà, vous savez désormais comment fonctionne Google Docs et pourquoi ce traitement de texte en ligne est devenu incontournable aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Si vous avez appris quelque chose ou si vous avez apprécié cette vidéo, alors un petit clic sur le pouce me fait bien plaisir. Et puis pour ne rien rater de nos prochaines sorties, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau grand format.